Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème bâtir son SMI en tenant compte des freins et des leviers. Le webinaire sera présenté par Olivier Bowie, expert avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. La présentation durera environ 20 à 25 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser votre question avec l'outil chat à droite de votre écran et je les formulerai à Olivier Bowie à la fin de sa présentation. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Olivier Bowie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux freins et leviers pour bâtir son système de management intégré. Alors, j'aurais pu l'appeler également bâtir et maintenir, puisque en fait, les concepts que je vais y énoncer sont valables pour une conception ou un maintien. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas comment peux me débarrasser de cette... Ben voilà, je vais m'en débarrasser ici. Hop. Tout d'abord, bâtir un SMI, ça nécessite quoi? Déjà, ça nécessite un changement, puisqu'on va passer d'une situation A à une situation B. La situation B étant la situation cible, qui est de construire un système de management intégré qui soit solide et qui soit bien souvent certifiable, parce qu'il y a, enfin quand je dis bien souvent, en tout cas par expérience, la certification au bout est une des cibles, est un objectif en tout cas. Alors, aborder un changement, en fait, pour aborder un changement, il faut l'aborder selon trois composantes. La première, c'est d'analyser le contenu du changement. La deuxième composante, c'est de définir le processus à mettre en œuvre pour aller du point A à la situation cible, au point B. Et la troisième composante, c'est l'analyse du contexte. C'est ce que nous allons voir en suivant. Alors, en ce qui concerne le contenu, je ne vais pas trop m'apesantir parce que ce qui dit système de management intégré dit norme ISO 9001, 14001, 45001, donc trois référentiels qui sont des guides, donc qui disent ce qu'il faut faire au travers des exigences, et l'entreprise choisit comment faire et définit la profondeur et les impacts du changement. Par exemple, on voit que la culture sera déjà impactée dans le sens où un des paradigmes de ces trois référentiels, c'est l'amélioration continue. Qui dit amélioration continue dit culture d'amélioration continue et dit également culture du résultat. Les jeux de pouvoir sont assez peu modifiés dans le sens où lorsqu'on met en place un système de management intégré, on touche assez peu à l'organigramme. Je l'ai quasiment très peu vu. Alors après, j'ai pas tout vu, hein, et ça, c'est évidemment, c'est une évidence. On ne verra pas tout dans la vie. L'impact sur l'organisation en elle-même, c'est-à-dire que le but, c'est tout de même de maîtriser, de fiabiliser, d'y voir clair, de mesurer, de savoir où est-ce qu'on met les curseurs pour nous améliorer en permanence. Un impact fort pourrait être, par exemple, à l'issue d'une modélisation de processus et de différentes activités, de faire du re-engineering de processus, autrement dit, de rebâtir des processus. Là aussi, c'est assez, en tout cas d'après ce que j'ai pu constater, assez marginal dans la mise en place de ce type de système. Le processus à mettre en œuvre, c'est tout simplement le plan d'action qu'il va falloir mettre en œuvre pour aller de la situation actuelle à la situation cible, en s'appuyant sur des sponsors, puisque au-delà des méthodes, il y a l'humain, et sans humain, on ne peut pas évidemment avancer. Et là, donc cette composante analyse du contexte que nous allons voir maintenant, en fait, c'est l'analyse des freins et des leviers qui ne sont pas liés au projet SMI en lui-même d'un point de vue technique, mais qui peuvent l'impacter, c'est-à-dire soit le catalyser, soit le freiner. Alors, Kurt Lewin avait mis en avant ce petit schéma, ou on va dire ce grand schéma, qui est tout à fait compréhensible dans le sens où pour aller d'une situation A à une situation B, on aura des leviers et des freins, facteurs des résistances, qui pousseront à l'inverse du changement. Donc, le but, ce que signifie ce schéma, c'est qu'il faudra plus de leviers que de freins pour pouvoir atteindre la situation cible. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent accélérer ou à l'inverse, qui peuvent ralentir l'application du changement par les collaborateurs? Parce que l'application du changement, elle va bien être réalisée par les collaborateurs, par leur implication. Deux facteurs qui sont des facteurs externes et facteurs internes. Si on prend tout d'abord les facteurs internes,
définir qui seront les partenaires du changement. Alors, qui seront, en fait, c'est l'ensemble des collaborateurs, mais parmi ces partenaires, en fait, vous allez avoir plusieurs catégories que nous allons voir juste après de manière synthétique, que sont les sponsors et alliés, les passifs et les opposants. Ce sont les partenaires internes qui contribueront ou pas au projet. En termes de facteurs internes, vous avez les priorités en termes de projet, à savoir est-ce que le système de management intégré, ce système que vous mettez en place, est-il un projet prioritaire, autrement dit dans le top 3, on va dire, des grands projets de l'organisation. Quelle est la maturité RH que nous allons voir de manière synthétique au travers un outil, parce que qui dit derrière maturité RH, dit attractivité à la fois externe et interne de l'organisation. Quelle est l'histoire de l'organisation, c'est-à-dire ses échecs, ses réussites, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a essayé pour pallier à ces échecs, pour surmonter des obstacles. C'est important en tant que responsable QSE d'avoir une vision qui soit juste de l'histoire de l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Alors, soit au moment, justement, lorsque vous allez intégrer une entreprise, ou même lorsque vous y êtes déjà depuis quelques années, il est évident que l'histoire de l'entreprise ne doit pas vous être étrangère. Quel est le mode de management de l'organisation, à savoir est-il adapté au changement qui sera mis en place? Ce qui dit mode de management signifie également style de management directif, délégatif, participatif. Par exemple, un style de management plutôt directif sera adapté à des périodes de crise où on n'a pas le choix et où il faut avancer absolument. Et ce qui sera adapté à la mise en place d'un système de management intégré qui nécessite l'implication, la participation et bien souvent l'autonomie des collaborateurs. Le type d'organisation va également jouer sur la mise en place du changement et sur sa vitesse de réalisation, à savoir que dans une organisation très silotée de type mécaniste, sociodynamique, le changement sera beaucoup plus long à mettre en œuvre que dans une entreprise ou une organisation où les liens hiérarchiques sont plus gommés et moins silotés. Voilà, pour les facteurs internes, en tout cas, exemple de facteurs internes. En ce qui concerne les facteurs externes, alors ils constituent bien souvent des leviers au travers des exigences de partenaires que sont les clients, que peuvent être les actionnaires, des politiques gouvernementales, politiques groupes pour les entreprises qui sont des entreprises assez importantes et structurées en filiales. Est-ce que la politique groupe est favorable ou pas à la mise en place de ce type de système au sein de votre filiale? Des technologies peuvent-elles être des leviers à la mise en place de votre système? Bon, éventuellement, j'ai en tête des systèmes de gestion documentaire qui seraient efficients, efficaces, mais ce n'est pas évidemment que ce type de technologie-là qui éventuellement peut être mis peut-être un catalyseur. En tout cas, c'est un exemple. Quelles sont les lois qui peuvent pousser à mettre en place un système de management intégré et à le maintenir, que ce soit, on voit aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne le contexte externe, les problématiques climatiques auxquelles il faut pallier, et puis la crise énergétique qui en fait poussent des démarches à la fois de développement durable et de RSE actuelles qui embarquent la partie environnementale, protection environnementale et santé-sécurité au travail. Voilà donc deux typologies de facteurs. Alors, je vais vous citer, en tout cas, énumérer et rentrer un peu plus dans les détails dans les facteurs internes. Alors, la carte des partenaires. Alors, la carte de partenaires, si on devait simplifier ce schéma, donc on a trois partenaires, comme j'en parlais tout à l'heure, trois typologies, les sponsors, les passifs et les résistants. Cette catégorisation telle qu'elle est représentée sur ce slide, en fait, est tirée de schémas de la sociodynamique notamment. Je ne rentre pas trop dans les détails de chaque composante. Vous comprendrez que travailler avec les constructifs, évidemment, sera un levier pour faire avancer votre système. Les intéressés, les engagés, les coopérants, les militants, ce sont des catégories qui font partie des sponsors. Quant aux hésitants, on les met du côté des sponsors parce qu'ils hésitent certes, mais ils ne s'opposent pas. À l'inverse, vous aurez des résistants, ceux qui, par exemple, recherchent peut-être plus de pouvoir dans la nouvelle organisation, c'est ce qu'on appelle plutôt les opposants, ceux qui sont vraiment résistants au changement. Alors, soit qu'il faudra amener parmi les sponsors, c'est possible, mais amener tous les résistants parmi les sponsors, c'est plutôt compliqué.
Et en troisième catégorie, vous avez les passifs, en fait, qui ont un peu, comment dire, de manière prosaïque, les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vont-ils s'opposer, vont-ils participer au projet. Disons que on peut les voir comme des observateurs du changement, et surtout la question que chaque catégorie se pose, en tout cas, ouais, et la réponse qu'ils doivent avoir pour, en tout cas, pour participer, pour les pousser à participer au projet, c'est qu'est-ce que j'y gagne. On comprend très bien que les sponsors et les alliés, ils gagnent quelque chose dans cette nouvelle organisation. Les passifs, ils ne savent pas encore. Par contre, les résistants ont peut-être de manière objective ou subjective un sentiment de perte éventuellement de pouvoir ou ne voit pas ce qu'il pourrait gagner dans la nouvelle organisation en place, dans la mise en place d'un système de management intégré. Donc c'est là où il va falloir en fait répondre à cette question. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous y gagnez ceci dans le sens où travailler avec les opposants sur la mise en place d'un tel système, c'est intéressant. Ce n'est pas primordial puisqu'il faudra d'abord travailler avec les sponsors pour faire avancer le projet et à minima informer les résistants et opposants qui petit à petit s'intégreront ou pas dans le projet. La réponse à qu'est-ce que j'y gagne également, elle provient aussi de la communication qui est faite en amont, c'est-à-dire quelle est la finalité du projet, quels en sont les objectifs pour les clients, pour notre développement économique et pour les collaborateurs. Le niveau de maturité RH, alors au premier lieu, ce schéma peut paraître un peu complexe. Il est d'ailleurs à mettre en place de manière opérationnelle, mais le but ici, c'est de vous donner des clés et des thématiques à étudier au sein de votre organisation pour identifier des leviers ou des freins potentiels. Alors, j'ai voilà, cette modélisation sous forme de radar et montre en fait, alors là c'est un seuil un peu arbitraire, mais ce seuil-là, en dessous de ce seuil, la situation est considérée comme n'étant pas forcément favorable au changement, autrement dit, peut constituer un frein à la mise en œuvre de vos systèmes de management intégrés. Au-dessus de ce seuil, on peut considérer que la situation est favorable. Je ne peux pas rentrer dans le détail de cet outil parce qu'il faudrait des heures. Mais en tout cas, les concepts sont les suivants. Elle met en avant l'attractivité, comme j'en parlais tout à l'heure, l'attractivité interne-externe de l'entreprise, au travers, par exemple, sa politique. Quelle est sa politique de recrutement? Est-elle attractive? Est-ce qu'il y a a été mis en place une gestion prévisionnelle des compétences? Quelle est la typologie de rémunération, l'évolution de la rémunération? En fait, c'est comment est-ce que l'entreprise va attirer, entre guillemets, des potentiels pour les transformer en talents. Parce qu'on n'attire pas d'abord des talents, on attire d'abord des potentiels. En termes de turnover et d'absentéisme, quelle est la tendance? Quelles sont les raisons des départs? Y a-t-il une démarche qualité du travail mise en place? De quoi est-elle constituée? Est-elle efficace? L'efficacité est-elle mesurée? D'un point de vue de formation, d'un point de vue des gestion des compétences, existe-t-il un plan de formation? Quelles sont les formations prioritaires? Existe-t-il des actions de co-développement, autrement dit résolution de problématiques qui sont communes à un métier spécifique? Existe-t-il des actions de coaching auprès des collaborateurs, auprès des managers, ce qui signifie un investissement de l'entreprise dans l'amélioration, dans l'efficacité professionnelle des collaborateurs et managers et dans l'amélioration du relationnel entre collaborateurs et managers, par exemple. La promotion du type de management, directif, délégatif, participatif. Je disais tout à l'heure que le directif n'est peut-être pas forcément prépondérant pour mettre en place un SMI, sauf peut-être en cas d'urgence, mais en fait, il y a quand même, le cas d'urgence est quand même assez rare. Il est assez rare de mettre un système de management intégré dans une urgence absolue avec des délais très restreints. En tout cas, moi, je l'ai assez peu vu. Quelle est la politique d'évolution interne en termes de carrière et mobilité? Est-elle intéressante? Quelle est l'opinion du personnel sur la gestion de carrière au sein de l'entreprise? En ce qui concerne les entretiens, quels en sont les enjeux, la fréquence, sur quelle grille se base-t-il, quelle est la durée, la politique de rémunération, quel est son positionnement par rapport au marché, par rapport à la concurrence, pour retenir les collaborateurs ou au contraire les faire fuir si sur le même marché, vous avez des rémunérations qui sont plus importantes à l'extérieur. Les relations sociales, évidemment, c'est aussi le climat social. Quel est le climat social avec les syndicats et quelle est la perception, par exemple, des partenaires sociaux par les collaborateurs et la hiérarchie.
Et puis, comment est-ce que la direction des ressources humaines communique auprès des opérationnels, auprès des collaborateurs, communication top-down, bottom-up. Voilà, ce sont en fait des composantes que vous, de votre côté, vous pouvez étudier en tant que RQSE. Alors, la mise en place d'un tel système, hein, enfin en tout cas le recueil d'informations passe bien souvent par un questionnaire. C'est un outil qui est utilisé en coaching d'organisation. Alors on ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais l'essence ici, l'essentiel, c'est d'identifier les différentes composantes que vous pouvez analyser pour vous donner une idée de où vous avez mis les pieds et quelle est la tendance actuelle au sein de votre organisation qui pourrait éventuellement freiner le maintien de votre système de management intégré. En ce qui concerne la typologie d'organisation, vous avez 4 types d'organisation. Je parlais tout à l'heure des structures très hiérarchisées que sont par exemple les structures dites mécanistes. On va retrouver ici l'administration, enfin l'administration, je ne veux pas faire une généralité globale, mais de type administrative. À l'inverse, on aura ce qu'on appelle les entreprises plutôt holomorphes. Alors, pour caricaturer, c'est un peu le concept d'entreprise libérée, mais au-delà de ça, c'est chaque collaborateur est tourné vers le client avec une implication, une autonomie spécifique, rencontre une hiérarchie qui est là en support. Et ce type d'organisation, évidemment, l'impact, le changement sera beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que dans le cadre d'une entreprise mécaniste. On trouve aussi des entreprises dites tribales. Alors, à l'exemple, c'est des entreprises familiales dont le fondateur est toujours dirigeant. Donc, chaque collaborateur est tourné vers ce fondateur-là. Et le dirigeant, évidemment, est un sponsor absolument nécessaire pour mettre en place votre système. En tout cas, son application est absolument nécessaire. Et on trouve également une autre catégorie d'entreprises plutôt individualistes où là, pour le coup, le collectif est plutôt mis à mal, où chaque collaborateur travaille pour, entre guillemets, son propre compte, mais pour une hiérarchie. Et mettre en place le changement induit par un SMI va nécessiter quand même de retrouver un minimum de collectif pour que chacun arrive à travailler ensemble. Alors, d'autres typologies, éventuellement d'autres questions à se poser, à savoir le niveau d'attachement des salariés au sein de l'entreprise. Alors, ça en revient au diagramme de maturité RH tout à l'heure en termes de turnover, par exemple. Quel calendrier budgétaire et social, à quel moment sont votés, sont définis les budgets, par exemple. Les périodes de pic d'activité, on sait très bien que durant ces périodes-là, l'entreprise est tournée vers le service client, enfin, elle est tournée tout le temps vers le service client, mais là, l'essentiel qui dit pic d'activité, c'est de répondre à la demande en termes de volumétrie de services ou de produits. C'est qui impactera les ressources en termes de temps pour améliorer le système en place ou pour le faire avancer assez rapidement si vous êtes dans le cadre de la création, de la conception d'un système. Donc, lors de ces périodes de pic d'activité, vous aurez certainement un ralentissement, en tout cas de la mise en place de votre SMI. Quels sont les moyens alloués au changement également? Moyens en termes de, alors pas uniquement financiers, mais en termes de ressources humaines, le dimensionnement du service QSE. Y a-t-il besoin de référents QSE éventuellement au niveau du terrain? Ça, c'est des questions à se poser. Et puis surtout, quel est le temps qu'on peut leur allouer pour qu'ils puissent répondre en fait à leur mission de référent ou de référents, tout simplement, puisque les référents, en général, plusieurs casquettes. Quels sont les autres projets et les priorités en cours qui pourraient éventuellement phagocyter le projet, phagocyter ou faire ralentir le projet SMI et l'histoire de l'entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure. En ce qui concerne les facteurs externes, donc la politique groupe, est-ce qu'elle encourage au changement ou pas? J'ai pu constater dans certains organismes justement constitués de filiales que bien souvent ces typologies d'organisation, en tout cas la mise en place d'un SMI, provenaient du terrain pour ensuite remonter à l'organe de tête, par exemple. Est-ce que bâtir un SMI est en accord avec la stratégie du groupe? Et puis, quel est le soutien du groupe et de la maison mère, par exemple? La réglementation, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut être un facteur externe et un bon levier. Les partenaires également. En ce qui concerne le marché et la concurrence le marché sur lequel l'organisation est positionnée, quel est l'objectif du dirigeant? Gagner des parts de marché
OK, en quoi le SMI peut constituer une opportunité pour gagner des parts de marché. Quelles sont éventuellement les menaces en termes de marché de concurrence et comment le SMI constitue une opportunité pour répondre à ces menaces. Un facteur qui sera un frein, évidemment, ce sera des crises. On l'a vu notamment avec la crise sanitaire où une partie d'entre vous a été tournée vers la réponse en fait à cette crise sanitaire et la protection des collaborateurs et à la fois de l'entreprise. Donc, on a eu des systèmes qui ont tourné au ralenti pendant un certain temps. Et puis des crises économiques, qui dit crise économique dit bien évidemment baisse de chiffre d'affaires, donc ce qui peut signifier également baisse des marges, donc priorité sur compression des coûts qui peuvent être préjudiciables à la mise en place d'un système ou à son maintien éventuel. Alors ici, vous avez un exemple de tableau. Je surveille l'heure pour le coup, que je vais commenter très rapidement puisque ça met en avant de manière factuelle ce que j'ai énoncé précédemment, c'est-à-dire que les différentes méthodes que j'ai pu énoncer précédemment amènent à cartographier les freins au changement et leviers au changement au sein d'une organisation. Alors, un exemple de frein, par exemple, que je n'ai pas abordé, par exemple, conflits internes ou plans sociaux. Il faut laisser passer l'orage pour mettre en place un tel système. Sinon, ça pourrait être très compliqué. En termes de facteurs externes, un marché en déclin, une fuite des investisseurs, perte donc de chiffre d'affaires, perte de parts de marché, ce qui va nécessiter un recentrage sur les coûts, peut-être un changement de stratégie avec du désinvestissement, etc., ce qui peut avoir un impact sur le projet. Pour les leviers, je vais en citer juste un dans le sens où lorsque vous avez une croissance externe, qui dit croissance externe peut appeler une croissance interne, donc appeler à plus de ressources, que ce soit matériel, que ce soit également, par exemple, sur une croissance externe, un besoin en diversification qui vont apporter de nouveaux produits. Donc, il va falloir structurer, en fait. Il va y avoir un besoin en méthode, en structure, et la mise en place d'un SMI va permettre cette structuration. Et puis les facteurs internes, j'en ai cité à une forte croissance qui amène une croissance interne et qui peut, en fait, cette croissance peut s'appuyer sur un SMI qui va consolider l'organisation et surtout en maîtriser les risques et faire en sorte que l'organisation réponde au mieux aux besoins des clients et puis absorbe cette croissance. Alors, les pièges à éviter dans cet exercice-là, c'est de constituer une liste trop détaillée, de se baser sur de ressentis. Il faut être au contact des collaborateurs. Ça, c'est une évidence pour pouvoir identifier freins et leviers, notamment pour identifier vos partenaires. Juger trop vite une situation sans fait, stigmatiser les opposants. On ne stigmatise pas les opposants parce que sinon, vous allez avoir encore plus d'opposition. Et pour terminer, donc quelques conseils. Donc, identifier d'abord les freins et les leviers majeurs. Alors, deuxième point, c'est être sur le terrain, écouter, être curieux, observateur. Ça, ce sont vraiment des qualités que chacun d'entre vous a pour réaliser ce métier. En fait, c'est comme ça qu'on s'épanouit dans ce métier. C'est parce qu'on est curieux, observateur, qu'on a envie de faire avancer les choses. On est sur le terrain, on identifie nos partenaires, on identifie les leviers, les freins potentiels, les opposants avec lesquels il va falloir à un moment donné travailler ou pas, si vraiment à long terme, bien que vous continuiez à travailler avec eux, il ne se passe rien. Ça peut arriver que vous ne puissiez pas amener des opposants avec vous, en tout cas en tant que les transformer en sponsors, entre guillemets. Appuyez-vous plutôt sur les leviers et contournez les freins. Alors pour atténuer les freins, résolvez en priorité les parasitages. Moi, c'est un conseil que je donne en tout cas de résoudre les parasitages des collaborateurs. Vous allez gagner des sponsors, c'est-à-dire les problèmes récurrents terrain. N'imposez pas, suscitez plutôt des solutions. Ne vous opposez pas aux résistants, mais à minima, informez-les. Ils rentreront ou pas dans le groupe, mais à bout d'un moment, ils risquent de se sentir exclus. Donc, soit ils partiront éventuellement d'eux-mêmes, soit ils rentreront dans le groupe. Recherchez toujours la relation gagnant-gagnant. Et puis donner du feedback, c'est-à-dire retour d'expérience et du feedback sur l'avancée, déjà communiquer sur les fondements, le sens du projet, et puis sur l'avancement, est-ce que ça apporte. Et enfin, j'allais dire cerise sur le gâteau, en bonus, c'est lorsque vous, dans le cadre d'un entretien de recrutement pour une nouvelle fonction d'RQSE au sein d'une nouvelle organisation, n'hésitez pas à poser des questions sur les freins et leviers au regard du poste que vous allez occuper et de la démarche
que si vous êtes dans le cadre d'une création de poste ou dans le cadre d'un poste d'amélioration d'un système existant ou de création, déjà d'identifier les freins et leviers en amont pendant ces entretiens d'embauche, ce qui vous fera en fait gagner aussi d'un côté en crédibilité et augmenter vos chances d'être recruté. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé. Et si vous avez des questions, écoutez, je peux essayer d'y répondre. Alors, merci beaucoup Olivier pour cette présentation très très riche en enseignements et bravo en un temps record. Nous avons donc effectivement déjà pas mal de questions. Donc, je vais sans perdre un instant, pardon, en formuler quelques-unes et vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Olivier y répondra avec plaisir. Alors, la première question, c'était à propos du slide sur le niveau de maturité RH. Oui. Et c'est la maturité peut être très bonne globalement, mais qu'en est-il lorsqu'elle ne valorise pas les fonctions transverses QSE? C'est de rechercher déjà pourquoi est-ce que les fonctions QSE transverses ne sont pas valorisées. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire valoriser en fait? Qu'est-ce qu'on attend? Hmm. C'est la question, en fait, c'est ça. Moi, cette question-là m'amène à d'autres questions. Qu'est-ce que ça veut dire valoriser une fonction QSE? Alors, on peut y entendre éventuellement prise en considération, écoute. Est-ce qu'elle est peut-être, si elle n'est pas valorisée, c'est qu'elle n'est pas suffisamment écoutée. Si elle n'est pas suffisamment écoutée, quels sont les facteurs qui font qu'elle n'est pas suffisamment écoutée? Est-ce qu'on est trop, par exemple, je prends un exemple typique, est-ce qu'on est trop dans du formalisme et pas dans de la résolution de parasitage, par exemple? C'est-à-dire qu'on met en place un système qui soit plus, comment dire, documenté qui soit plus documenté que efficace sur le terrain. Vous voyez, en fait, l'efficacité d'un système, on va la mesurer sur le terrain. Mais voilà, il faut aller un peu plus loin sur l'aspect qu'est-ce qu'on appelle pas valorisé, qu'est-ce qu'on attend en fait. Alors, merci Olivier. Alors, j'enchaîne avec une deuxième question. Quelles sont les pistes d'évolution des SMI établies par le biais du référentiel ISO 26000? C'est une bonne question. Oui. Les pistes d'évolution des SMI établies par le biais du référentiel ISO 26000. Ouais, c'est une question qui est difficile parce que en fait les pistes d'évolution, évolution positive hein, évidemment, tout dépend de ce qu'on attend du SMI, tout dépend de l'organisation de ce qu'elle en attend, de son dirigeant de ce qu'elle en attend, et puis de ce qu'elle attend également du l'ISO 26000. Alors je ne réponds pas à la question parce que je trouve que c'est une question un peu compliquée, ça va dépendre du contexte de l'organisation en fait. Au-delà du contenu du référentiel ISO 26000, que je connais d'ailleurs clairement beaucoup moins que l'ISO 9001, 45001 et 14001. Alors, il y avait une réaction par rapport à la question présente sur la fonction transverse QSE. Et alors, nous avons une réponse de la part de Christophe. Les fonctions QSE ne sont pas forcément prises en considération. Priorité donnée aux activités opérationnelles, vente, production, maintenance. Donc voilà, c'est D'accord. un complément. Oui. Nous avons ensuite comment faire le lien SMI avec le modèle de performance durable EFQM. Ah, alors ça, c'est une bonne question. Déjà, vous avez un socle qui est déjà bâti. Euh, à partir d'un SMI, vous avez déjà un socle solide pour aller vers le FQM. Alors, je ne suis pas un expert de l'EFQM, même si je connais de quoi il en retourne. En fait, le FQM va bien au-delà, évidemment, de ces normes ISO qui, déjà, dans leur dernière version, prennent en compte l'intégration du SMI dans la stratégie de l'entreprise. Le FQM va bien au-delà dans le sens où il est question notamment de raison d'être de l'entreprise, où il est question de définir la finalité de l'entreprise, ce qui n'est pas forcément imposé dans les normes ISO 9001. En fait, ça, elles n'imposent pas, elles imposent simplement entre guillemets d'analyser le contexte interne, externe, les enjeux, de définir une stratégie, des orientations stratégiques, de déployer ces orientations-là. Mais en fait, le FQM va plutôt
consolider l'amont, c'est-à-dire pourquoi on existe, quelle est notre raison d'être, qui sont nos partenaires, comment est-ce qu'on interagit avec eux. Alors, l'interaction, elle est déjà explicite dans les ISO 9001, 14001, 45001, mais dans le FQM, elle est encore plus forte parce qu'il va falloir, en fait, l'interaction est beaucoup plus forte dans le sens où le retour d'informations des partenaires et des parties prenantes va être beaucoup plus, j'allais dire, travaillé. Alors, je ne peux pas répondre en détail à cette question, on va y passer des heures. Mais on consolide déjà tout l'aspect stratégique et raison d'être de l'entreprise en amont. Et puis, on a aussi, ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a aussi une mesure, il y a cet indicateur sous forme de radar qui est promulgué par le FQM, en fait, et ce radar met en avant des différents critères sur lesquels l'entreprise va se positionner. Et ces critères-là, on ne les retrouve pas dans les exigences ISO 9001, 14001 et 45001. Donc, je suis désolé de répondre qu'en partie à cette question parce que je ne peux pas y répondre de manière détaillée, mais déjà, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'analyse en amont, avant de bâtir sa stratégie, elle est beaucoup plus travaillée que ce qui est exigé dans les normes ISO 9001, 14001, 45001. Et enfin, la partie, le FQM impose de mesurer différents critères qui sera visualisé au travers un radar qui permet de poser des curseurs en fait qui seront complémentaires des indicateurs qui sont déjà mis en avant et des mesures qui sont mises en avant via les normes ISO. Voilà, alors vous voyez, je m'écoute parler, c'est peut-être pas super clair, mais c'est tout ce que je peux dire en tout cas aujourd'hui. Alors, merci Olivier. On va passer à une autre question. Peut-on mener une démarche SMI en cas d'équipe séparée dans l'organigramme de l'entreprise? Équipe sécurité, équipe environnement, équipe qualité. Ça dépend à quel degré se situe la séparation. C'est-à-dire qu'on peut avoir une séparation géographique. Bon. Par contre, ici, une séparation psychologique, c'est plus compliqué. Donc, quand je dis séparation géographique, c'est chacun ses bureaux, ok. Mais à un moment donné, dans un système management intégré, il faut que tout le monde travaille ensemble. En fait, c'est un collectif entre des expertises qualité, sécurité et SST. C'est de la synergie. Il faut créer une synergie entre ces différentes activités. Chacune ne peuvent pas travailler chacune de leur côté. Pour moi, c'est un frein à la mise en place d'un SMI efficace. Alors, on va passer une dernière question. Quels sont les leviers qui vous paraissent primordiaux pour bâtir un SMI efficace? Alors, Alors, ouais, c'est une bonne question. Bon, alors l'implication de la direction, on n'arrête pas d'en parler, hein, de toute façon, c'est un des facteurs, mais même si vous n'avez pas l'implication de la direction, par expérience, ma première expérience en tant que responsable qualité-sécurité, ça a été d'intégrer une PME dont la direction n'était pas du tout convaincue de la mise en place d'un système de management, enfin de qualité et sécurité, mais c'était les managers intermédiaires qui poussaient à mettre en place ce système-là. Et donc, c'est grâce à ça d'ailleurs que j'avais été embauché et qu'il a fallu d'ailleurs convaincre le dirigeant. Ça a mis un certain temps. Donc, je dirais l'implication de la direction ou à défaut, l'implication des managers intermédiaires. Le deuxième point, un levier qui me paraît primordial, c'est le besoin de structurer et de maîtriser les risques opérationnels, notamment lorsque l'entreprise est en croissance ou lorsqu'elle a besoin, lorsqu'il y a trop d'entropie au sein de l'organisation. Y voir plus clair, poser, modéliser pour pouvoir structurer, mesurer et maîtriser les risques. Et puis un autre levier, c'est des non-conformités récurrentes. Alors c'est ça, quels sont les leviers qui paraissent primordiaux. Levier, alors des non-conformités récurrentes qui génèrent de l'insatisfaction client. Alors j'allais dire que c'est ce qui va pousser à mettre en place un système, mais d'un côté, c'est aussi un levier pour bâtir un système. Et puis, autre levier, les clients, évidemment, qui peuvent imposer une certification. Des fois, sans certification, vous ne pouvez pas répondre à des appels d'offres. Des leviers, j'en parlais tout à l'heure aussi, la croissance de l'entreprise.
voire une réglementation complexe qui peut être fortement impactante d'un point de vue opérationnel. Euh, voilà en termes de leviers qui me paraissent primordiaux pour bâtir un SMI. Ouais. Alors, merci Olivier pour ces réponses précises. Malheureusement, effectivement, le temps qui nous était imparti donc est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous serions bien restés effectivement ensemble pour continuer à échanger. Mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com ainsi que la présentation. Vous pouvez d'ailleurs continuer à échanger à la suite de cette publication, poser vos questions et réagir. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion dédiés aux thématiques QSE sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont ceux d'Olivier Bowie. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie Olivier Bowie pour sa présentation. Merci à vous. À bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci à vous. Merci à vous toutes et tous et je vous souhaite une très bonne journée.